Ravi de vous retrouver à la présentation de cette édition. Il est 20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Tout de suite, les titres de cette édition. Un rassemblement pour restaurer la démocratie, c'est la volonté du mouvement Y en a marre qui a pris date le 7 avril prochain. Le mouvement se fixe un objectif d'1 million de personnes à cette manifestation qu'il prévoit d'organiser à la place de l'Obélisque. Affaire Bamba Fall, déception à la Médina après le pourvoi en cassation du parquet général. Les sympathisants de Bamba Fall ont du mal à y croire et fustigent une ingérence de l'exécutif dans ce dossier. Plus de 400 000 entreprises dénombrées par le recensement général des entreprises, mais 97% de ces unités économiques sont informelles. Les résultats du recensement ont été publiés ce mercredi. Les détails au cours de cette édition. Et puis révolution dans le monde du sport, l'arbitre vidéo a été testé ce mardi lors du match France-Espagne. Des craintes subsistent tout de même, notamment la perte de temps et son utilisation dans certains pays qui ne sont pas encore à la pointe de certaines technologies. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous. Je vous l'annonçais donc tout de suite en titre, grand rassemblement à l'initiative du mouvement Y en a marre. Ce 7 avril, à la place de l'Obélisque, Fadel Barro et ses camarades invitent tous à s'habiller en noir. Ils se fixent un objectif de 1 million de personnes pour dire non à ce qu'ils considèrent comme une forfaiture, mais aussi participer à la restauration de la démocratie. Y en a marre était en conférence de presse ce mercredi. Les détails avec Khady Atala et Modou Diop. L'espoir trahi, les libertés confisquées et les droits bafoués de la vie des membres de Y en a marre, le vase est plein. Et c'est au peuple de prendre ses responsabilités, une raison pour Tchad et compagnie d'inviter toutes les forces vives et prises de liberté à un rassemblement ce 7 avril. Macky Sall et sa dynastie Faisal, pour avoir bradé le foncier sénégalais, pour avoir accordé aux étrangers et attribué aux étrangers nos terres, pour avoir trompé et trahi toutes ses promesses, pour avoir Macky Sall plus de ministres que Abdoulaye Wade, plus de conseillers que Abdoulaye Wade, fait du wak-waket comme Abdoulaye Wade, utiliser notre justice comme une arme contre des potentiels adversaires, une justice en tout cas sélective, qui laisse certains dehors et met au trou certains. Nous avons jugé nécessaire aujourd'hui de demander au peuple sénégalais de venir nous rejoindre le 7 avril à partir de 15 h à la place de l'Obélisque. On ne veut pas moins d'1 million de Sénégalais, tous habillés en noir, même ceux qui ne pourront pas venir habillés en noir chez eux, pour montrer que le Tourou. Ce rassemblement, c'est pour tous les Sénégalais qui sont dans le désarroi. Ce rassemblement, c'est pour exiger plus de rigueur et beaucoup plus d'exigence de la part de nos autorités politiques et administratives. C'est pour toutes ces promesses trahies. C'est pour qu'enfin qu'on sorte de ce d'Ordaché. Les yanamaristes alertent l'opinion et interpellent l'autorité contre toute tentative de sabotage ou d'interdiction du rassemblement. On ne craint rien parce que nous sommes des Sénégalais, notre constitution nous le permet. Et si jamais il y a une interdiction, nous avons nos plans, nous avons nos stratégies. Personne ne peut nous empêcher de faire la marche du peuple, le rassemblement du peuple. C'est le devoir, c'est le droit, c'est la volonté, c'est l'envie, c'est le désir, c'est la nécessité. C'est une nécessité aujourd'hui pour le peuple sénégalais de se retrouver à la place de l'Obélisque le 7 avril à partir de 15 h. Ce rassemblement, c'est pour tous ces Sénégalais-là qui sont dans l'anonymat et qui souffrent des actes de ce régime. Si vraiment tous ces problèmes que nous relevons et qui viennent des Sénégalais intéressent les Sénégalais, nous les invitons à nous rejoindre à ce rassemblement. Parce que ce rassemblement, il est important. La conférence de presse de Y en a marre de ce mercredi est le premier jalon d'une série d'actions que Malal Talla et ses camarades comptent mener pour, disent-ils, la restauration d'un état de droit.
Au lendemain du pourvoi en cassation du parquet général qui maintient Bamba Fall et ses co-détenus en prison, le désespoir est le sentiment le mieux partagé à la Médina, le lieu de résidence du maire. Si certains expriment toute leur surprise face à ce retournement de situation, eh bien d'autres voient la main de l'exécutif derrière cette décision. Reportage d'Issa Prera et Modou Diop qui se sont rendus sur les lieux. Rue 29, angle 28 de la Médina, au lendemain du pourvoi en cassation du parquet général, le quartier respire le calme. Assise devant sa maison, Mba Diallo Ba étale toute son amertume sur l'espoir de courte durée de toute une population. À l'annonce de sa libération, c'était la joie pour tout le monde. Et peu de temps après, cette joie s'est transformée en amertume. On ne sait pas pourquoi il est emprisonné, mais ce qui est certain, c'est que Bamba Fall n'est pas en violent. Je ne crois pas qu'il soit coupable de ce dont on l'accuse. La vieille dame n'est pas la seule habitante de cette rue à vite déchanter après l'annonce d'une liberté provisoire pour leur mère. Les jeunes aussi dénoncent cette situation. Certains d'entre eux pensent même qu'il y a eu une main politique derrière cette décision. Métit lool ba fanaane feebar métit lool ndax suñu Bamba Fall mi suñu maire Médina bi ginnaaw yàlla moom la ñu am. Mais décision politique la du yoon. C'est une décision politique. Le juge le libère, la Médina jubile et puis on dit que le procureur a fait appel. On ne comprend vraiment pas. On ne comprend pas. Décision politique là, du yoon. Il faut que justice soit faite dans cette affaire, mais on ne peut pas instrumentaliser la justice. Nous sommes dans un pays démocratique. La Médina a besoin de son maire. À la mairie, la situation reste morose. Si le service se déroule correctement, la déception est le sentiment le plus partagé. Toutefois, on salue le travail de la justice. On est passé de grands moments de joie à des moments d'amertume. Parce que, quoi qu'on dise, on se disait que le droit a été dit par la chambre d'accusation. Et pratiquement toute la Médina était dans l'allégresse. Grande a été notre déception de voir qu'il y a eu un appel du procureur. Mais ça ne nous décourage pas du tout. Parce que quoi qu'on dise, à travers cette décision de la Cour de la Chambre d'accusation, on a eu à noter quand même l'indépendance de la justice qui s'est plus ou moins exprimée. Et nous pensons que comme la procédure continue, nous allons toujours espérer que le droit sera dit au finish. En attendant que la Cour suprême vide l'affaire Bamba Fall et compagnie, le maire de la Médina reste à la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss. Mais à la Médina, les populations disent ne rien lâcher du combat pour une libération totale de Bamba Fall et compagnie. Nous restons avec l'arrestation de Bamba Fall, mais aussi du maire de Dakar, Khalifa Sall. Dakar dit que la société de transport accuse leurs partisans d'être à l'origine du caillassage de leurs bus. Très remonté face à la presse, le directeur général de la société de transport annonce une plainte dans les prochains jours. Nous écoutons Maître Moussa Diop. Il est au micro de Chertidiane Diao et Thierno Laurent Mendy qui ont assisté à cette conférence de presse. Je pars de 3 constats. Le 24 février dernier, il y avait une confrontation, je pense que c'était une conférence de presse organisée par des hommes politiques qui étaient derrière le maire de Dakar. Une conférence de presse, je suis précis. Ce jour-là, 3 de nos bus ont été caillassés à la sortie de cette conférence de presse. Le lien est établi. Et voilà qu'hier également, devant la justice, toujours avec des éléments liés à Khalifa Sall, je dis bien Bamba Fall, devant la justice, nos bus ont été également caillassés. Je pense que ces actes de violence-là, la société Dakar Demdik ne peut plus continuer à regarder faire. Nous avons porté plainte la dernière fois, parce que dans un pays également démocratique, il faut aller faire confiance à sa justice. Là, ça recommence également et nous avons des images. Nous allons également porter plainte dès aujourd'hui.
À présent, la réaction de Woré Sarr suite à la sortie sur TFM mardi de la présidente des femmes du PDS, de la députée libérale plutôt Aïda Mbodj. La présidente des femmes du PDS dit attendre de pied ferme sa sœur de parti. Toutefois, elle s'est dédite sur les 7 millions de francs CFA que recevrait la présidente du groupe parlementaire libéral. Nous écoutons Woré Sarr. Ses propos sont recueillis par Salif Sow et Asmalik Diop. Il y avait 29 orateurs. J'étais la 23e sur la liste des intervenants. Tous les 20 qui m'ont précédé ont dit qu'on doit renvoyer Aïda Mbodj. Elle est du même sort que Farba Senghor et Pape Samba Mboup. Ça, je l'ai dit et je l'assume. On ne peut pas être dans un parti légalement constitué, créer un mouvement, financé par les fonds de notre parti, car c'est elle qui est la présidente de notre groupe parlementaire, financer cette somme à son mouvement, l'ancien somme de tous les jours, et que Karim Wade est le candidat unique du PDS. On n'a pas de plan B, ni de plan C, ni de plan D. Je l'ai dit à plusieurs reprises et je l'assume. J'ai toujours parlé des 7 millions, c'est ma sanction de tous les jours. Je parle des fonds du groupe parlementaire démocratique et libéral de l'Assemblée nationale. Si elle est en rapport avec Macky Sall pour qu'elle lui donne de l'argent, ça ne me regarde pas. Moi, je ne suis pas avec Macky Sall. Je devais aller en tournée en tant que responsable national des femmes. J'ai supprimé ce voyage. J'attends sa plainte. Je l'attends de pied ferme. Je n'ai pas peur d'elle. À Saint-Louis, les maires Mansour Faye et Cheikh Bambadji s'envoient des piques et règlent leur compte par presse interposée après la sortie du leader du FSD/BJ interpellant l'actuel maire sur sa gestion. C'est au tour de ce dernier de répliquer. Mansour Faye demande à l'ancien maire d'apporter des éclairages sur une somme de 22 millions de francs CFA qu'il aurait dépensé en carburant lors de son magistère. Nous écoutons Mansour Faye au micro de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Bon, cette sortie, moi, Bambadji, donc vous savez, c'est moi qui l'ai succédé à la commune de Saint-Louis. Je suis venu au niveau de la commune depuis 2014. Alors, si je vois ce monsieur-là donner des leçons, ça pose problème. Hein, c'est de la pure mystification, en réalité. Alors, ce que je voudrais dire, moi, je voudrais vous poser des questions très simples. Quel usage donc a-t-il fait en réalité du carburant de 2009 jusqu'en 2014? Nous savons tous qu'à Saint-Louis, dans la commune, que le budget du carburant à un moment a atteint plus de 22 millions. Hein? Moi je voudrais qu'ils me disent exactement ce qu'il en fait. J'ai les résultats, j'ai les réponses en réalité. Mais il faut qu'il éclaire tout le monde. La deuxième question est relative donc, à certains projets. Le GADES, hein? Le projet donc, de la boucle de Sor, dont effectivement les budgets ont été détournés. En tout cas, l'objectif d'utilisation a été détourné. Il faut qu'il nous éclaire par rapport à ces questions, parce que moi j'ai les réponses. Mais comme il semble dire ou semble être quelqu'un, un monsieur propre, un monsieur ceci, cela, il faudrait qu'il clarifie les populations par rapport à ces questions. Et moi je donnerai les réponses. Mais il n'est pas propre comme il le prétend. Il n'est pas vertueux comme il le prétend et je voudrais bien souhaiter qu'il apporte des éléments de réponse par rapport à ces deux interpellations. Ousmane Tanor Dieng invite les politiciens du pouvoir et de l'opposition à la retenue en meeting à Mont-Roland. Il a demandé à ses pairs de ne pas franchir la ligne rouge. Au parti membre du Benno Bokk Yakaar, le secrétaire général du Parti socialiste appelle à investir les meilleurs profils sur les listes en vue de triompher aux prochaines législatives. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du Parti socialiste, des militants et des responsables de l'Union des coordinations PS de Tivaouane ont parcouru les communes de Mont-Roland, Mboro pour sonner la mobilisation en vue des élections législatives. Le secrétaire général du Parti socialiste veut travailler de concert avec les autres partis membres de Benno Bokk Yakaar du département de Tivaouane pour trouver un ticket gagnant lors de ces joutes électorales. Ici à Tivaouane, les camarades de Tivaouane qui appartiennent à Benno Bokk Yakaar
APR, PS essentiellement, et les autres, puissent se réunir, fassent des contacts exploratoires et voir comment faire pour avoir un ticket gagnant. Maintenant, je suis persuadé que d'après ce que j'ai vu ici, avec Emerou, avec Fabien et le ministre Abdoulaye Sall, qui sont venus communier avec nous, ce que j'ai vu ici avec Mambounama qui est là, qui est un sage, nous arriverons à avoir un compromis dynamique, un ticket qui nous permettra de gagner. Ousmane Tanor Dieng s'est dit attentif aux recommandations du khalife général des Tidianes. Selon lui, la pacification de l'espace politique doit être l'œuvre et du pouvoir et de l'opposition. Chacun fera ses déclarations, les autres répondront. La ligne rouge, nous ne devons pas la dépasser et c'est pourquoi cet appel des chefs religieux est un appel qu'il faut prendre très au sérieux. Et nous, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous croyons au dialogue, au dialogue, à l'ouverture. Un meeting riche en couleurs. Ndomor a accueilli des milliers de militants du PS venus de tous les coins du département de Tivaouane. Parlons à présent de l'affaire du saccage du commissariat de Kolda. 5 condamnés sur les 31 jeunes de Kolda comparaissaient aujourd'hui devant la barre du tribunal de grande instance de Kolda. 2 prévenus condamnés à 1 mois ferme pour usage et détention de chanvre indien. Les 3 autres ont été condamnés à 3 mois ferme pour le délit de rassemblement illicite. Et pour ce qui est des autres membres du groupe, ils ont bénéficié d'une relaxe pure et simple. Les avocats de la défense saluent la sentence prononcée par le tribunal de Kolda, maître Demba Ciré Bachili et leur porte-parole. Écoutons-le au micro d'Abdoulaye Diallo. Sur l'ensemble des prévenus qui tournent auprès d'une quarantaine, il n'y a que 5 personnes qui ont été condamnées, 2 pour détention de chanvre indien et avec une peine qui me semble très clémente, 1 mois, et 3 personnes sur les délits de rassemblement ayant causé des dommages à 3 mois ferme. Nous pensons que donc qu'il s'agit d'un verdict qui est sage, qui est à la fois un verdict d'apaisement, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que nous étions ici presque en mission pour le compte de l'ordre des avocats, qui a estimé que du fait qu'il n'y avait presque pas d'avocats. Nous excusons pour la mauvaise qualité sonore de cet élément. Nous y reviendrons peut-être dans nos prochaines éditions. Ils ont manifesté, les habitants des 6 villages de la commune de Chériflo, c'est dans le département de Tivaouane. Ils en veulent aux autorités municipales qu'ils accusent de vouloir procéder au lotissement de leurs champs sans leur accord au préalable, un projet qu'ils ne comptent pas laisser prospérer. Charanta Diop, c'est la tire pour la correspondance. Ils étaient tous là, hommes, femmes, enfants, dans leurs champs qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Les habitants des 6 villages de la commune de Chériflo se sont fortement mobilisés. Foulard rouge autour du cou pour dire non à ce qu'il appelle une escroquerie foncière. Le maire de la localité veut procéder au morcellement de 4600 parcelles. C'est ce que recusent les populations de ces villages regroupés au sein d'un collectif. Je parle au nom des populations de Ndjité, Ndiakhate, Dia, Kurioro, bref, de toutes les localités. Nous fustigeons l'attitude de M. le maire, Ousmane Sarr, en compagnie avec M. le sous-préfet. Il campe toujours à sa position pour confisquer nos terres. Maintenant, nous réitérons notre désaccord. C'est 4600 parcelles. Où sont-ils les concessionnaires qui habiteront ces parcelles-là? Il n'y en a pas. Ils veulent le vendre et mettre l'argent dans leur poche. Mais ce n'est pas pour l'intérêt des populations. C'est ça que nous détestons. Donc ça, je dois dire que c'est une escroquerie foncière. La commune de Chériflo, ce n'est pas du gâteau à partager, car les préoccupations des populations restent instantes. Nous besoin des postes de santé, des postes de production, mais pas l'accaparement de nos terres. L'espace concerné est leur seule source de revenus, un espace vital qu'ils n'entendent pas perdre. Nous interpellons le ministre, parce que M. Ousmane Sarr ne nous recevrait plus. Maintenant, il va donner rendez-vous le 3 avril. On est là, nous sommes tous prêts. Le 3 avril, c'est la veille de la fête de l'indépendance. Nous l'attendons. Nous, on est prêts. Nous allons rejoindre la place des détenus qui seront graciés par le chef de l'État, Macky Sall. Mais il ne passera pas. Le maire de Chériflo, Ousmane Sarr, cité dans cette affaire, interrogé, nous a répondu qu'il est dans ses droits et qu'il détient des papiers administratifs pouvant lui permettre de faire des lotissements sous l'aval de l'autorité administrative.
Allez, retour à Dakar pour faire une immersion au sein d'un des quartiers les plus pauvres de la banlieue dakaroise. Léona 1 manque de tout. Pas d'école publique, ni de case de santé, encore moins de réseau d'assainissement. Mais l'une des difficultés majeures réside certainement dans le manque d'eau potable. Salif Sow et Asmalik Diop sont allés à la rencontre des habitants de ce quartier. Mal loti, reportage. Bienvenue à Léona 1, un quartier mal loti de Djiddah Thiaroye Kao qui manque de tout. Nous n'avons pas d'école primaire ni de poste de santé. La maternité la plus proche, elle, se trouve à Yembel. À côté de l'absence d'infrastructures sociales de base, Léona 1, très enclavé, est insalubre. Les enfants sont les plus exposés. Comment faire? Nous n'avons pas de réseau d'assainissement. Les eaux usées sont versées dans la rue. Les enfants jouent dedans. Ils tombent souvent malades à cause de cette insalubrité. Une fois à la maison, les petits ne se lavent pas les mains. La route goudronnée, elle, se trouve à des centaines de mètres d'ici. L'accès à l'eau potable, l'autre mal. Ici, certains habitants se rabattent sur les pompes Djambar malgré eux. Nous utilisons l'eau des pompes Djambar. Nos enfants tombent souvent malades, ils ont la diarrhée. Elle est interdite cette eau à la consommation, mais nous n'avons pas le choix. Excepté la cuisine, je fais tout avec. Les affres des inondations restent visibles. Pire, le bassin de rétention des eaux de pluie et les maisons non alignées sont favorables aux malfaiteurs. Pour faire face à l'insécurité galopante, les habitants de la cité se sont organisés avec les moyens du bord. C'est une zone vraiment menacée, quoi. Il y a des agressions, de la violence, de la sexualité et tout. À travers la commission de vigilance, on est en train de faire le maximum, c'est-à-dire de notre mieux, mais ça ne suffit pas. Et nous appelons, n'est-ce pas, à toutes les autorités qui sont au niveau de la zone 5, au niveau du département, n'est-ce pas, de venir nous aider parce qu'on en a besoin vraiment. Le comité de vigilance, c'est aussi et surtout une manière de lutter contre le chômage des jeunes. Publication des résultats du recensement général des entreprises du Sénégal, plus de 407 000 unités économiques dénombrées par le RGE. Autre constat, 97% de ces unités économiques recensées sont informelles. Ce secteur domine toutes les branches d'activité, sauf dans les services fournis aux entreprises, notamment le transport, les télécommunications, entre autres. Compte rendu Aminata Mbaresso et Diafaraba. Recensement général des entreprises du Sénégal à l'heure de la restitution des travaux. Selon les observations, le secteur informel prédomine. L'informel occupe une très grande part, en tout cas dans le secteur au niveau des entreprises du Sénégal, avec un taux de 97%. Ceci dit que le formel ne représente que 3% des entreprises du Sénégal. Sur 407 882 unités économiques recensées, la plupart exercent dans le commerce. Nous nous sommes intéressés aux caractéristiques sociodémographiques des propriétaires des entreprises individuelles. Alors c'est là où on a constaté que les 31% effectivement des propriétaires de ces entreprises sont des femmes. Mais quand nous regardons du point de vue de l'emploi, on constate que sur l'ensemble des emplois des travailleurs des secteurs formels et informels, le tiers est constitué de femmes. Le recensement général des entreprises a également permis de mettre en exergue des difficultés qui plombent certains secteurs d'activité. Les contraintes identifiées, par exemple la contrainte de la fiscalité, ça veut dire que par rapport à notre politique fiscale, il faudrait, on l'a déjà fait, on a beaucoup modernisé, on a beaucoup renforcé le dispositif d'incitation, le dispositif de facilitation, aussi bien au niveau de la fiscalité intérieure que de la fiscalité douanière. Et je suis d'avis qu'au regard des contraintes qui ont été avancées, il y a encore des efforts à faire. Nous avons appréhendé dans le recensement général des entreprises, nous avons cherché à savoir l'âge des entreprises. Alors, il faut noter et signaler que le recensement ne nous a pas permis concrètement d'évaluer la mortalité des entreprises, parce que c'était des interviews en direct, et pour que l'entreprise puisse répondre, il faudrait peut-être qu'elle soit sur place. Mais quand même, en regardant un peu l'âge, on peut avoir une idée même de la durée de vie. Et nous avons, je pense, un âge moyen de 8 ans, et cela dit beaucoup de choses en ce qui concerne même la durée de vie des entreprises. Au finish, ces études économiques devraient permettre aux décideurs politiques de planifier les besoins de développement.
Nous restons avec cet atelier pour parler cette fois-ci du référentiel qui permet d'en savoir plus sur les statistiques macroéconomiques. Cette année, il porte sur le changement d'année de base. Il a permis d'avoir une structure nouvelle de l'économie. Les précisions sont de Cheikh Tidiane Diop plutôt. Il est toujours au micro d'Aminata Mbaresso. Il s'est agi à travers cette activité aujourd'hui soutenue par les plus hautes autorités, en tout cas d'avoir une meilleure connaissance de la taille et de la structure de notre économie. Parce que cela a un avantage certain, parce que plus vous connaissez la taille et votre structure économique, mieux vos politiques publiques sont articulées sur les priorités et sur les contraintes. Les résultats nous ont permis de nous rendre compte, depuis la base de 99, parce qu'on est passé, il faut le dire, à la base de 2014, que notre économie globalement a cru de l'ordre de 30%. Ça veut dire que dans l'évaluation aujourd'hui de la taille de notre économie, il y a des facteurs ou des secteurs d'activité qui n'étaient pas pris en compte, aussi bien dans le cadre institutionnel que dans la structure des dépenses publiques en matière d'investissement. Aujourd'hui, nous avons, avec les résultats de ces travaux, une meilleure connaissance statistique en termes de chiffres, en termes de nature d'activité, en termes d'entité, en termes de répartition géographique aujourd'hui, de situation sur le territoire de ces entités, mais également des contraintes. Allez, direction le sud du pays, cette fois-ci, bouffée d'oxygène pour les populations de Bumouda, l'un des plus gros villages de la région de Sédhiou. Cela fait plus de 30 ans qu'ils réclamaient un poste de santé. Sans réponse de la part de l'État, ils se sont résolus à le construire eux-mêmes. Le gouvernement informé leur a toutefois affecté un infirmier, mais aussi une sage-femme. Aujourd'hui, ils se réjouissent de l'initiative, mais demandent aux autorités de faire plus, et notamment sur le plan des infrastructures. Bakary Konté, Salassan. Depuis plus de 30 ans, les populations de Bumouda réclamaient un poste de santé, chose faite aujourd'hui, mais le poste manque beaucoup de matériel. Les difficultés du poste, c'est énorme, parce que là, c'était une case. On l'avait érigé en poste depuis lors, depuis pratiquement 30 ans de cela. Les gens du village sont en train de courir pour au moins acquérir un poste de santé. C'est aujourd'hui, je dirais aujourd'hui, qu'on l'avait acquis. Case de l'époque est devenue un poste de santé. Donc déjà, il faut savoir qu'il y aura des problèmes de poste, des problèmes de matériel qui ne sont pas disponibles. Il n'y a pas de table de consultation pour la sage-femme. Moi, ma table, c'est les villages même qui l'avaient créé, tout ce matériel-là. Ce sont les populations elles-mêmes qui ont construit ce poste et réclament aussi. Nous avons construit un bâtiment digne de nom, dont le médecin-chef même a reconnu. Le seul problème aujourd'hui, c'est le matériel et l'électrification. Nous avons ni matériel au niveau de ce bâtiment. L'électrification encore cause problème. Aujourd'hui, la santé rime avec, je peux dire, le courant. Parce qu'il y a beaucoup de matériel. Pour les faire fonctionner, il faut du courant. Et il y a le courant est au niveau de Djirédi, qui n'est pas à plus de 20 km de Bumouda. Et là aussi, nous sommes en train de mener des efforts pour que ce courant arrive à Bumouda. Le district sanitaire de Sédhiou vient d'affecter une sage-femme dans cette zone, une manière de diminuer les mortalités maternelles et infantiles. À Khossanto, le cœur serré, Kumbaga Olosek s'est engagé à aider une frange de la population féminine à mener une vie plus décente. L'ambassadrice de bonne volonté de l'ONUDC n'a pu cacher son émotion après le récit de femmes victimes d'abus et d'exploitation par des proxénètes qui leur ont vendu du rêve, les ont persuadées à quitter leur pays et les poussent à se prostituer. Aujourd'hui, elles n'ont qu'un désir, rentrer chez elles. L'artiste s'est engagé à les aider. Nous écoutons Kumbaga Olosek au micro de Moussa Oumargué et Amadou Djidjou. Beaucoup d'émotions au point que j'en perds mes mots. Vous avez dû le voir vous-même. J'ai été profondément, à la fois profondément attristée, émue et choquée par tout ce que j'ai vu ici. Vous savez, en venant visiter les filles qui sont dans cette zone de Kédougou, donc dans le village de Khossanto, j'ai pu me rendre compte combien en Afrique les droits humains sont bafoués, particulièrement ceux des femmes, parce que j'ai pu voir dans cette zone que des femmes sont bafouées, des jeunes filles, parce qu'il y en a de tous les âges qui viennent de partout.
Et pour moi, c'est aberrant qu'il se passe de telles choses tout près de chez nous sans que rien ne soit fait. Et j'en appelle vraiment nos dirigeants, nos autorités, à plus de vigilance, à être plus regardants, à être plus proches des populations, à veiller à ce que les droits humains soient respectés. 76e édition du Dakar 2017, de nombreux espoirs, de nombreux besoins plutôt exprimés et des engagements pris. C'était lors d'un comité régional de développement qui a réuni les principaux organisateurs. Et bien pour cette année, les autorités se sont engagées à ravitailler en quantité suffisante les pèlerins en eau. Des châteaux d'eau, mais aussi des forages sont prévus à cet effet. Des précisions avec le président du comité d'organisation au micro d'Aïssa Toupaye. Très satisfait par rapport à ce que nous avons entendu. Maintenant, il reste les réalités sur le terrain. Notre grand problème, c'était le problème de l'eau. Et nous espérons, d'après ce que nous avons entendu, ensuite des échos que nous avons eu de Médionas depuis hier, que le problème là sera derrière nous. Et notre priorité, bon, vous savez, nous sommes dans une zone, tout le monde sait, parce que Médionas, bon, c'est la voie qui mène dans les deux Guinées. Alors donc il y a un problème de sécurité avant tout qui se pose. Ça est l'enjeu aujourd'hui au niveau mondial. Ça c'est une de nos priorités. L'autre priorité aussi, comme nous sommes des gens qui viennent de partout, un peu partout. Là, ici, bon, ça se fait à 10 km en pleine brousse. Les conditions sont difficiles, il fait extrêmement chaud. Donc on a besoin d'eau. Ça c'est aussi une de nos priorités. Très sincèrement. Donc la sécurité et l'eau. Ce de l'événement, c'est du 8 au 17. Du 8 avril au 17 avril inclus. Lancement ce mardi de la semaine régionale de la jeunesse à Rufisque. Les jeunes appellent à une citoyenneté active pour l'émergence. Le thème sur la citoyenneté active est d'ailleurs au cœur des discours de ce lancement que je vous propose de revisiter avec Ousseynou Thiam et Bira Diagne. C'est dans cette ambiance électrique et bien rufisquoise que la semaine régionale de la jeunesse est lancée à Rufisque. Une occasion pour les jeunes de revenir sur la citoyenneté et l'émergence, thème de la semaine. Ces jeunes voudraient montrer leur engagement et leur mobilisation. Mais n'empêche que l'idéologie c'était d'organiser des semaines solennelles et nobles. Mais étant donné que la situation est là, nous remercions l'engagement de cette jeunesse. C'est la raison pour laquelle on a organisé cette semaine pour inclure des valeurs civiques par rapport à la jeunesse. Pour sa part, le parrain est revenu sur les différents axes qui composent le plan Sénégal émergent et les politiques définies par son gouvernement envers la jeunesse. Les jeunes constituent l'espoir de la nation. Par ailleurs, il faut s'en convaincre. Thème ne saurait être on ne peut plus actuel, notamment lorsqu'il est corrélé avec le plan Sénégal émergent, si cher à son Excellence M. Macky Sall, président de la République. Mais votre caractère, matérialisez votre engagement, votre enracinement dans les valeurs culturelles de notre pays, votre engagement à vous ouvrir aux apports fécondants de l'extérieur. L'émergence, chers jeunes, c'est pour vous. Des jeunes de Dakar, Pikine, Guédiawaye et Rufisque qui s'engagent à mener des activités de sensibilisation conformément au thème de la semaine, la citoyenneté des jeunes pour un Sénégal émergent. Sport à présent pour parler de cette révolution dans le monde sportif. L'arbitre vidéo testé ce mardi dans le match France-Espagne. Son application dans le foot va, je vous l'ai dit tout de suite, révolutionner ce sport, mais des craintes subsistent, notamment la perte de temps, mais surtout son utilisation dans des pays qui ne sont pas encore à la pointe des nouvelles technologies. Un sujet signé Chertidiane Diao, Tierno Laurent Mendy. La mesure, si jamais elle est appliquée, va révolutionner le football. L'arbitrage vidéo qui a influé grandement sur le résultat du match France-Espagne ne convainc pas tout le monde. La marge d'erreur est réduite. Ça c'est clair. En principe c'est une bonne chose. Aujourd'hui si on voit les enjeux financiers, politiques, économiques et autres liés au football, on peut dire que c'est juste, il faudrait une évolution. Les joueurs font des erreurs. Les joueurs, quand je parle des joueurs, je parle de tous les acteurs font des erreurs. L'entraîneur fait des erreurs. Maintenant, l'arbitre n'est pas supposé faire des erreurs parce que les enjeux sont importants. C'est ça qui me frustre un peu. Le président de la commission des arbitres du Sénégal salue la mesure mais craint la perte de temps. Pour un match qui doit durer 90 minutes, on ne joue peut-être que 60 à 62 minutes. Maintenant, s'il faut maintenant permettre maintenant la vidéo, autoriser la vidéo, qu'on utilise la vidéo, et que chaque capitaine a le droit, chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a un but,
dont on conteste la validité, un penalty qu'on a sifflé et le capitaine n'est pas d'accord, que le ballon est sorti et entré et n'est pas entré, qu'il a eu une agression. Chaque fois, il faut arrêter le jeu. Et chaque fois qu'il faut arrêter le jeu, il faut consulter la vidéo. Et nous nous sommes rendus compte, nous, souvent quand on regarde les matchs, ce n'est pas seulement en première vue qu'on se rend compte qu'il n'y avait pas ceci, il y avait cela. Parfois, il faudrait que l'image repasse 1, 2, 3, même parfois 4 fois, pour qu'on se rende compte que réellement, voilà ce qui se passe. Les réalités occidentales n'étant pas les mêmes qu'en Afrique, son application peut poser problème. Nous risquons d'avoir un arbitrage à 2 vitesses. Un arbitrage peut-être de l'Occident et un arbitrage africain et stratégique du Sud, parce que nous n'avons pas les moyens de suivre ce rythme. À coup sûr, son application va diminuer la corruption dans le football, mais on en est encore très loin. Cher Tidiane Diao, merci. Merci également à vous de nous avoir suivis ce soir. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui se poursuit sur votre site www.igfm.sn. Nous nous excusons de ne pas vous proposer l'invité du 20h ce soir. Mamadou Ibra Kane ou Antoine Diouf reviendront à coup sûr dès demain. Excellente suite de programme sur la TFM. Excellente soirée.